Guerre idéologique, meurtre de masse, impérialisme américain. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des pages les plus sombres de l'histoire moderne. La guerre du Vietnam. Pour comprendre pourquoi les États-Unis ont dû intervenir au Vietnam, il faut revenir 30 ans en arrière. En 1858, la France avait colonisé cette partie du territoire d'Asie. Nommée Indochine, elle comprenait les actuels Vietnam, Laos et Cambodge. Mais en 1940, la Seconde Guerre mondiale éclate, et lorsque l'Allemagne conquiert la majeure partie de l'Europe de l'Ouest, y compris la France, les Japonais en profitent pour s'emparer de la colonie laissée sans défense. Pour les combattre, Ho Chi Minh, un révolutionnaire communiste anticolonialiste, fonde son mouvement révolutionnaire pour l'indépendance. Rapidement, cette nouvelle force de combat grandit, utilisant des tactiques de guérilla avec des stratégies de harcèlement et de repli rapide. Au printemps 1945, 3 ans après l'attaque de Pearl Harbor, le gouvernement américain cherchait des moyens de perturber les forces japonaises au Vietnam. Voyant un allié de circonstance, Ho Chi Minh entre en contact avec l'OSS, l'ancêtre de la CIA. Les Américains lui fournirent des armes et, impressionné par la rapidité avec laquelle ses troupes apprenaient à s'en servir, Ho Chi Minh commença à appeler ses hommes l'armée viet-américaine, louant les États-Unis comme les champions de la démocratie. Après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, la reddition japonaise était imminente. Dans un élan indépendantiste, Ho Chi Minh appela le peuple vietnamien à prendre le contrôle du pays avant le retour des Français. Le 2 septembre 1945, jour de la reddition japonaise et de la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, Ho Chi Minh proclama l'indépendance du Vietnam sur la place d'Han Binh à Hanoï devant des centaines de milliers de personnes. Mais l'avenir s'assombrit rapidement. Le président américain Franklin D. Roosevelt, qui défendait une vision d'un monde de nations libres et indépendantes, était mort. Son successeur, Harry Truman, faisait face à un monde nouveau. L'Union soviétique occupait l'Europe de l'Est et menaçait de s'étendre en Turquie, en Grèce et en Iran. La guerre froide avait commencé. Désireux de conserver ce qui était alors leur colonie la plus riche, les Français avertirent que si le Vietnam devenait indépendant grâce au soutien des Américains, la France n'aurait d'autre choix que se tourner vers l'Union soviétique. Du coup, n'ayant pas d'autres alternatives, les Américains aidèrent les Français à envoyer des milliers d'hommes reprendre le Vietnam. Et histoire d'enfoncer le clou en Asie, la Corée du Nord communiste envahit la Corée du Sud. C'était l'âge d'or de ce qu'on a appelé la théorie des dominos. C'est une théorie selon laquelle si un pays tombait entre les mains des communistes, les pays autour suivraient le mouvement. En réaction de l'invasion de la Corée du Sud, les États-Unis envahirent des dizaines de milliers de soldats pour repousser les Nord-Coréens. Et le succès de l'opération renforça l'idée que le communiste pouvait être contenu en Asie. En 1953, grâce à l'aide américaine, la France menait la guerre du Vietnam depuis maintenant 7 ans, mais au prix de lourdes pertes. Les troupes françaises étaient régulièrement attaquées par embuscades, les trains explosés, les routes bloquées. Le Viet Minh, désormais soutenu par la Chine et l'URSS, était devenu une force redoutable. Les Français, démoralisés, proposèrent des négociations, mais avant qu'elles ne commencent, ils voulurent renforcer leur position militaire. Ils établirent une base fortifiée à Dien Bien Phu, persuadés que toute attaque se briserait sur leur défense. Mais ils se trompèrent. Le 13 mars 1954, dans le plus grand secret, 50 000 soldats vietnamiens encerclèrent la vallée. Les Français étaient piégés. Après 55 jours de combats brutaux, ils se rendirent, laissant derrière eux 8 000 morts. Après un siècle de domination coloniale, les Français quittaient le Vietnam. Cette victoire décisive du Viet Minh fit naître une croyance. Ensemble, ils pouvaient vaincre une grande puissance occidentale. Au lendemain de la défaite française, un armistice et un traité de paix sont signés. Le Vietnam est alors divisé en deux le long du 17e parallèle. Au nord se trouve un État communiste dirigé par Ho Chi Minh, avec pour capitale Hanoï. Et au sud, une république basée à Saigon, soutenue par les Américains. Il faut moins d'1 an après la fin de la guerre d'Indochine pour que les deux camps commencent à s'affronter. En pleine guerre froide, ce conflit entre le nord et le sud du Vietnam devient rapidement un enjeu majeur dans la rivalité entre l'URSS et les États-Unis. Au cœur des tensions de la guerre froide, l'action du nouveau président John Fitzgerald Kennedy en matière de politique étrangère, notamment au Vietnam, fut largement surveillée. Marqué par les leçons de la Seconde Guerre mondiale, le contexte international poussait à agir contre les dictatures perçues comme menaçantes. Critiqué pour sa relative inaction face à la construction du mur de Berlin et à l'expansion du communisme en Asie du Sud-Est, Kennedy ne pouvait tout simplement pas ignorer la situation au Vietnam. Bien que ses conseillers lui aient recommandé, plusieurs fois, d'envoyer des troupes au sol, il refusa toute intervention armée directe. À la place, il préféra envoyer les casques verts,
pour conseiller et entraîner l'armée sud-vietnamienne. À partir de 1961, le soutien de Washington vers Saigon va s'accentuer. Kennedy renforce le soutien militaire en fournissant hélicoptères, véhicules blindés et armes chimiques, tels que le napalm, les bombes à fragmentation et le terrible agent orange. Ces décisions radicalisèrent le conflit. Ho Chi Minh réagit en préparant l'armée du Nord-Vietnam, avec l'aide de la Chine, à une guerre désormais inévitable. Parallèlement, le régime sud-vietnamien, dirigé par le président Diem, s'enfonçait dans la répression. La persécution de moines bouddhistes provoqua des émulations choquantes, symbole d'un peuple désespéré. Face à la colère populaire et à la dictature de Diem, les États-Unis fermèrent les yeux sur un coup d'État. Diem et son frère sont alors assassinés, entraînant une liesse populaire, mais aussi un vide politique inquiétant. Kennedy, inquiet de cette instabilité, ne vit jamais les conséquences de ses choix. Il fut assassiné peu après, le 22 novembre 1963. Son successeur, Lyndon B. Johnson, hérita d'une succession complexe au Vietnam, prélude à une guerre longue et coûteuse pour les États-Unis. Après le renversement du président sud-vietnamien Diem, une période d'instabilité politique s'installe au Sud-Vietnam, avec 8 gouvernements successifs entre janvier 1964 et juin 1965. Cette fragilité offre une opportunité à l'armée nord-vietnamienne, désormais appelée Viet Cong, qui intensifie leurs attaques dans les campagnes du Sud. Mais au même moment, un événement majeur bouleverse la politique américaine, l'incident du golfe de Tonkin. Officiellement, l'USS Maddox, en mission dans le golfe de Tonkin, est attaqué par des torpilleurs nord-vietnamiens. Bien que Ho Chi Minh désapprouve cette attaque, allant jusqu'à renvoyer l'officier responsable et que la responsabilité reste floue, les chefs militaires américains en profitent pour réclamer des représailles. Mais là, Johnson hésite. Il exige une deuxième attaque pour justifier une riposte, mais celle-ci n'aura jamais eu lieu. Pourtant, des opérateurs de sonar estiment qu'une attaque était probable, suffisant pour lancer des frappes aériennes. Pour la première fois, des bombes américaines sont larguées sur le Nord-Vietnam. Ce faux incident sert de base au vote de la résolution du golfe de Tonkin, qui accorde à Johnson le pouvoir légal d'intervenir militairement dans toute l'Asie du Sud-Est pour contrer l'agression communiste. En représailles à ces bombardements, les attaques Viet Cong se poursuivent, d'abord contre une base aérienne près de Saigon, puis contre une base d'hélicoptères à Pleiku, causant des dizaines de morts américains. Johnson, toujours réticent à envoyer des troupes au sol, opte d'abord pour une intensification aérienne. Le 2 mars 1965, il lance l'opération Rolling Thunder, une vaste campagne de bombardement sur le Nord-Vietnam. Les moyens employés sont gigantesques. En 3 ans, le Vietnam encaisse autant de bombes que l'Allemagne nazie pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Mais à la surprise des Américains, les attaques ennemies ne faiblissent pas. L'administration américaine, craignant une défaite humiliante plus qu'une véritable propagation du communisme, choisit de s'enfoncer davantage dans le conflit. En mars 1965, Johnson franchit finalement le pas qu'il avait évité jusque-là, l'envoi de troupes militaires américaines sur le sol du Vietnam. C'est le début d'un engagement militaire massif des États-Unis. Au début de l'année 1966, la guerre du Vietnam était un échec difficile à nier pour les États-Unis. Plus de 2500 hommes avaient été tués, tandis que 200 000 étaient encore stationnés dans le pays. Pour un résultat pas vraiment brillant, les Viet Cong contrôlaient désormais la majeure partie du Sud-Vietnam. Malgré les efforts militaires et financiers, les pertes humaines américaines ne faisaient que croître, et la situation devenait de plus en plus difficile à justifier auprès de la population. Les autorités affirmaient que le ratio de tués était de 1 pour 10, mais pour les familles américaines, chaque perte individuelle comptait bien plus. Le général en chef Westmoreland, optimiste, prétendait qu'il pouvait gagner la guerre en 3 ans, mais les réalités du terrain étaient bien différentes. Dans les faits, Westmoreland se savait bloqué, et ne trouvant pas de solution alternative, il dut se résigner à demander l'envoi de 200 000 soldats en renfort. Une demande à laquelle le président Johnson répondit favorablement, en totale opposition avec ses conseillers militaires, qui ne voyaient plus la moindre chance de victoire. Les soldats américains se battaient non seulement contre les Vietnamiens, mais aussi contre un terrain extrêmement hostile. Au traumatisme des combats s'ajoutait la lutte contre la jungle épaisse, les pièges embusqués, les sangsues, les blessures et les maladies. Les armes modernes des Américains, comme les fusils M16, étaient totalement inadaptées à la jungle. Elles étaient souvent défectueuses et se coinçaient en plein combat, coûtant de nombreuses vies.
Les forces américaines gagnaient bien les batailles classiques avec l'emploi massif d'hélicoptères et de mitrailleuses, infligeant de lourdes pertes au Viet Cong. Mais dispersées et mal organisées, elles ne parvenaient pas à tenir les terrains conquis contre un ennemi qui semblait toujours plus nombreux. À la fin de l'année 1967, le nombre de morts américains avait atteint les 20 000. Mais aveuglée, l'administration américaine continuait à proclamer que la victoire était proche, avec la promesse d'une issue favorable. Cependant, à partir de 1968, la contestation et les protestations contre la guerre se multipliaient, signe de l'escalade du mécontentement au sein de la population. Pour l'Amérique, l'année 1968 est celle de l'électrochoc. Alors que l'état-major promettait la victoire pour bientôt, le 31 janvier, des milliers de Viet Cong émergent de caves, de souterrains et de tunnels, consciencieusement creusés pendant des mois, et envahissent une trentaine de villes du sud. L'ambassade américaine de Saigon est attaquée, mais les Américains parviennent à la défendre, non sans difficulté, et réussissent à repousser les Viet Cong. Si pour les Américains il s'agit en théorie d'une victoire, le bilan de ce qu'on va baptiser l'offensive du Tet laisse une marque terrible sur le moral américain. Au total, on dénombre 14 000 tués et 24 000 blessés parmi les civils, 10 000 pertes parmi les soldats du Sud-Vietnam et 2 000 parmi les militaires américains. Après ça, les Américains prennent conscience qu'ils ne pourront pas gagner au Vietnam. La guerre du Vietnam fut la première guerre retransmise à la télévision dans laquelle la couverture en direct des lignes de front était apportée au sein des salons américains. Jusque-là, le public avait été informé que la guerre était presque terminée, que les Nord-Vietnamiens étaient tellement affaiblis que la victoire était à portée de main. Alors, lorsque l'offensive du Tet fut lancée, cela contredisait totalement ce que le peuple américain avait été amené à croire, brisant le lien de confiance entre la population et le gouvernement. Cet événement poussa des milliers de manifestants à descendre dans les rues. Le président Johnson, dans un discours télévisé du 31 mars 1968, annonça la fin des bombardements sur le Nord-Vietnam, ainsi que son retrait de la course présidentielle. Cependant, l'assassinat de Martin Luther King et plus tard celui de Robert Kennedy en 68 plongèrent le pays dans un deuil profond. Les États-Unis étaient plus divisés que jamais, un climat de violence et de mécontentement régnant dans une nation en crise. C'est dans ce contexte que l'année suivante, le nouveau président Richard Nixon accède à la Maison-Blanche, avec pour promesse de campagne de mettre fin à la guerre du Vietnam et de réunir une nation dévastée. En ce milieu d'année 1969, 37 000 soldats américains étaient morts et la guerre continuait de ravager le Vietnam. Avant l'élection, des avancées importantes avaient eu lieu dans les négociations de paix, incluant un cessez-le-feu et des discussions avec le Viet Cong. Cependant, peu avant le scrutin, le président du Sud-Vietnam se retire des pourparlers après l'intervention secrète de Nixon, qui incite Saigon à boycotter les négociations, promettant de meilleurs résultats sous sa présidence. Cette manœuvre, découverte par le président Johnson, est finalement gardée sous silence, afin de conserver la crédibilité présidentielle. En attendant, les négociations échouent et la guerre continue, avec des pertes humaines toujours plus importantes et des manifestations contre la guerre toujours plus nombreuses. Face à la pression publique, Nixon adopte une nouvelle stratégie, la vietnamisation. Cette idée était simple, il s'agissait de transférer progressivement les responsabilités militaires et financières aux forces sud-vietnamiennes, tout en réduisant la présence américaine. Des millions de dollars d'équipements militaires sont ainsi envoyés à l'armée de la République du Vietnam. Mais il devient vite clair que si les États-Unis n'avaient pas pu gagner avec un demi-million d'hommes, le Sud-Vietnam seul ne pourrait pas faire grand-chose. Bien que les victoires militaires américaines augmentent et que les pertes humaines diminuent petit à petit, l'opposition à la guerre, elle, ne faiblit pas. Le massacre de My Lai, où plus de 500 civils vietnamiens sont tués par des soldats américains, finit d'embraser les protestations. Des manifestations massives éclatent et des étudiants sont même tués lors de confrontations avec la police. En réponse, face à l'impasse dans les négociations, Nixon lance une série de bombardements intenses autour de Hanoï, surnommé le bombardement de Noël, tuant 1600 civils. Face à ce coup de force, Hanoï accepte de reprendre les négociations et un accord est conclu 6 jours plus tard, stipulant la libération des prisonniers de guerre et le retrait des troupes américaines du Vietnam. Le 29 mars 1973, les dernières troupes américaines quittèrent le Sud-Vietnam. Seuls 200 marines resteraient pour aider à protéger l'ambassade américaine et d'autres bâtiments à Saigon, ainsi que des diplomates et des agents de la CIA. Mais en réalité, le Sud et le Nord continueraient à se battre et la population serait de nouveau prise dans une guerre civile brutale. Nixon avait promis au Sud-Vietnam que si Saigon était en difficulté, l'US Air Force fournirait de l'assistance pour repousser les communistes. Mais en août 1974, Nixon dut démissionner en raison du scandale du Watergate, et le Congrès n'était pas vraiment d'humeur à aider son ancien allié. Ils réduisirent de moitié les fonds et l'aide au Sud-Vietnam. Un terrible aveu d'échec pour l'oncle Sam.
Certes, les Américains avaient fourni des armes, mais pas assez de munitions. Ils avaient fourni des avions, mais pas de pilotes ni de formation. Bon, ils avaient fourni des camions, mais il n'y avait pas les pièces de rechange. L'armée de Saigon s'effondrait de toutes parts. Le nord poussait toujours plus vers le sud, battant les forces de la RVN à chaque tournant. Tout ce pourquoi les Américains et les Sud-Vietnamiens avaient combattu et sacrifié leur vie à empêcher allait se produire. Devant la déroute, les soldats et les civils commencèrent à fuir vers le sud pour échapper à l'armée nord-vietnamienne et le gouvernement de Saigon démissionna. Le 29 avril, l'invasion de Saigon débuta, marquant le début de l'évacuation des civils via des hélicoptères vers des navires au large. Acculé et abandonné, le Sud-Vietnam se rendit pour éviter de faire couler davantage de sang. Les cimetières de l'ARVN furent détruits, les opposants politiques enfermés et les traces du régime sud-vietnamien effacées. Après 30 ans de guerre et de lourdes pertes humaines, le Vietnam fut unifié sous un gouvernement communiste soutenu par l'Union soviétique. Suivant l'exemple de son aîné, le pays adopta un système socialiste. L'agriculture fut collectivisée, le capitalisme aboli et l'industrie nationalisée. Toutefois, ces réformes entraînèrent une grave crise économique, avec une chute du niveau de vie et d'importantes famines. Face à cette situation, 1,5 million de personnes s'enfuirent, dont 40 000 réussirent à trouver refuge en Amérique. À la fin de la guerre, on dénombra près de 58 000 Américains et 250 000 soldats sud-vietnamiens tués. Au nord, plus d'1 million de soldats et de Viet Cong ont également péri, et à ce constat macabre se rajoutent les 2 millions de civils tués, qualifiés de dommages collatéraux, principalement dus à l'utilisation massive d'armes chimiques. Pour conclure, la guerre du Vietnam posa de nombreuses questions. La nécessité de devoir détruire des villages pour les sauver, la moralité de l'Amérique face à la haie, la signification des zones de tir libre où l'on tirait sur tout ce qui bougeait, la place d'un soldat dans le prix de la vie des civils. L'importance des batailles devenait secondaire, alors que des hommes chargeaient des collines simplement parce que leurs généraux leur disaient de le faire. La fierté nationale permettait que les batailles les plus insignifiantes devenaient des extravagances parce que l'Amérique ne pouvait pas perdre et ne devait pas se retirer. Peu importait combien de vies étaient perdues, seul comptait l'Amérique. Pour ceux qui se battirent et moururent de chaque côté, pour ceux qui risquèrent leur vie pour leur pays, qui montraient un courage exceptionnel, ils ne devraient pas être oubliés. Cette guerre n'était pas une simple guerre entre soldats, mais une guerre politique pour laquelle l'Amérique et le Vietnam ne seront plus jamais les mêmes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'ai vraiment galéré à rendre cette période ultra complexe le plus digeste possible. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur cette période, comme par exemple la guerre d'Indochine, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner, ça m'aide énormément. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain récit.